les eaux de la Sicile s'engouffrent la lave et les pierres en fusion. Décor infernal digne de ce théâtre qui fut le témoin des luttes ancestrales entre l'homme et la mer. C'est là où la roche est submergée par les eaux les plus profondes que l'on pratique la pêche la plus dangereuse, la madrague. Par milliers, les grands thons migrateurs arrivent jusqu'ici pour se reproduire. Ils suivent toujours la même route et viennent s'engouffrer dans le labyrinthe des filets tendus sur leur chemin. D'intrépides plongeurs courent le risque calculé de travailler en de telles conditions. Il en est de même pour le caméraman qui nous permet de voir ces images. Chacun de ces animaux pèse 300 kilos. La tâche des plongeurs consiste à les faire tenir tranquilles, tout en les accompagnant jusqu'au fond du piège, la chambre de la mort. Les thons s'affolent dans un espace de plus en plus restreint. Mais la madrague fait bien d'autres victimes. Les grands requins anthropophages qui les ont suivis pendant des centaines de milles au cours de leur migration. Ils finissent eux aussi victimes du même piège. C'est un risque mortel aussi bien pour les plongeurs que pour les pêcheurs. Au-delà de la fragile barrière de filet, d'autres squales accourent, attirés par les efforts désespérés des thons qui se débattent et par le sang qui se répand dans l'eau. Les requins perçoivent l'odeur du sang à des distances incroyables. Ça les excite, ça les rend fous. Telle une ronde famélique, ils tournent autour du filet à la recherche d'une trouée qui leur permettrait d'attaquer les pêcheurs qui se sont mis à l'eau, afin de crocheter les derniers thons. Pendant ce temps, les plongeurs doivent se tenir sur leur garde. Il faut qu'ils libèrent les poissons morts pris dans les mailles et qui risqueraient d'attirer d'autres requins qui viendraient à leur tour s'y entortiller. Si le prédateur arrive, il n'y a pas de temps à perdre. Il ne reste plus qu'à couper une des grandes mailles et à se réfugier de l'autre côté. Refuge précaire, qui malheureusement n'a pas toujours été efficace. Enfin, tout est terminé. Tandis que le dernier thon est hissé à bord, le caméraman se risque à filmer des prises de vue plus impressionnantes. Pour une fois, ce sera le mangeur d'hommes qui sera mangé. Des images comme celle-ci suffisent à réveiller en nous une terreur atavique. Sous l'eau, on répare le filet afin qu'il soit prêt pour la prochaine pêche. Les requins rescapés reprennent le large, mais ils reviendront ponctuels, obstinés, à chaque nouvelle tuerie. Les gravures jaunies du temps passé nous font revivre la terreur ancestrale, toujours ressentie envers ce monstre, contre lequel nous sommes encore sans défendre. Depuis 20 ans, j'étudie et observe cet animal. Nous avons domestiqué l'atome, débarqué sur la Lune, mais ces documents nous montrent ce que cela signifie encore aujourd'hui de le rencontrer sur sa route. La Jolla en Californie, Brisbane, Sydney en Australie, San Francisco, encore la Jolla, la côte de New Jersey sur l'Atlantique, San Felice Circeo en Italie. L'ennemi est partout. Il attaque quand il veut et où il veut. Curieusement, malgré les apparences, des géants comme le requin-baleine, long de 15 mètres, et le requin-pèlerin sont d'inoffensifs mangeurs de plancton. D'autres, plus petits, constituent une menace mortelle.
Il existe plus de 250 espèces de requins et une liste complète des plus dangereux pour l'homme est loin d'être établie. À travers ce film, nous essaierons de faire la lumière sur ces animaux redoutables. Première étape de notre expédition, la mer Rouge. Tel un grand lac d'eau salée entouré de déserts battus par les tempêtes de sable brûlant. Ici, on ne peut naviguer que de jour, au jugé, car les barrières coralliennes ne cessent de croître, comme des forêts de pierre, et ne sont signalées sur aucune carte. Voici les formations madréporiques les plus septentrionales qui existent au monde. Ce sont également les plus belles et les plus riches de vie. Les castagnols rouges, qui y trouvent leur nourriture et leur refuge, s'agglutinent tout autour comme des abeilles sur une ruche. Les habitants de ce monde enchanté exhibent des livrées rutilantes comme pour un carnaval sous-marin. Le poisson-ange multicolore. Le bar tacheté de 1000 points qui donne des signes de nervosité devant l'objectif. Le poisson-soldat, écarlate et timide en dépit de son nom, qui cherche un abri lui aussi. D'autres poissons-anges inséparables, toujours par couple. Le papillon aux bandes blanches, grand consommateur de polypes de corail. Et le chirurgien à queue jaune, aux mouvements brusques comme un jouet mécanique. Mais ce monde enchanteur a lui aussi ses hors-la-loi. La rascasse zèbre, dont la piqûre venimeuse est très douloureuse. Et la rascasse poule, aussi redoutable que sa sœur. Les pêcheurs racontent que l'un d'eux, piqué à la main par une de ces rascasses et rendu fou de douleur, se trancha le poignet d'un coup de hachette. Pendant le court laps de temps durant lequel ils doivent demeurer sous l'eau en retenant leur respiration, ils martèlent la base du corail noir, fortement accroché à la roche madréporique, n'oubliant pas, de temps en temps, de jeter un coup d'œil en arrière. Un grand requin-tigre, l'un des plus dangereux de ces fonds marins. Il est temps de remonter. Même les autres requins réagissent en présence du tigre. Ils deviennent plus audacieux, plus menaçants. C'est le moment qu'ils choisissent pour attaquer, comme s'ils devinaient que l'homme, épuisé par l'effort, leur opposera moins de résistance. Les pêcheurs se mettent en lieu sûr, c'est à notre tour d'entrer en scène. Quelques morceaux de poisson suffisent pour les attirer sous la barque. Ce sont des carcharénidés, appelés également requins requiem, un nom qui en dit long sur leurs habitudes. Ils vivent en haute mer, par bancs, comme une meute de loups. Et comme les loups, ils attaquent tous ensemble. De minute en minute, ils deviennent plus agités, plus nombreux. Il suffirait que l'un d'eux esquisse une attaque pour que la meute se précipite sur nous. C'est le moment de sortir de l'eau et de ne pas laisser aux requins requiem le temps de justifier leur sinistre réputation. Deuxième étape de notre voyage, nous sommes dans la mer des Caraïbes.
au large de la péninsule du Yucatan. La mer est chaude, profonde, balayée par les ouragans et sillonnée par des courants violents qui formeront le Gulf Stream. Nous sommes dans la bonne saison et les dauphins s'amusent dans l'écume soulevée par l'étrave du bateau. Contrairement à leur habitude qui est de fuir à l'approche de l'homme en plongée, ces gentils mammifères forment une ronde joyeuse autour de nous. Un peu plus loin, à l'abri d'une formation corallienne, un mérou géant de plus de 100 kilos. Il semble comprendre que nos intentions sont amicales et ne s'enfuit pas. Au contraire, il nous entraîne vers sa tanière, où plusieurs de ses compagnons, encore plus gros que lui, nous observent avec plus de curiosité que d'épouvante. C'est une rencontre exceptionnelle, car durant ces quelques dernières années, ces géants débonnaires ont été décimés par les chasseurs sous-marins. Dans un recoin sombre, une autre surprise. Un Carcharinus posé sur le fond. Pourtant, ces requins doivent nager sans jamais s'arrêter pendant toute leur vie. C'est leur façon de respirer. En effet, l'eau qui traverse leurs branchies apporte à leur sang l'oxygène indispensable. Vivement intéressés, nous continuons l'exploration. À notre approche, une raie décolle majestueusement, un peu essoufflée. Dessous, il y en a une autre. Peut-être avons-nous interrompu un tête-à-tête. Nous retournons sous la voûte formée par la roche et nous avons peine à croire ce que nous voyons dans le faisceau de lumière. Cette fois-ci, ce sont des requins-taureaux, vivant en haute mer, mangeurs d'hommes. Personne ne les a jamais vus ainsi posés sur le fond, comme en proie à un sommeil hypnotique. En observant les matières en suspens dans l'eau, à la dérive, nous nous rendons compte qu'un courant traverse ce tunnel et fait circuler l'eau à travers leurs branchies qui palpitent. Il est probable que de cette façon, l'oxygénation est réduite, ce qui expliquerait leur mystérieux engourdissement. Même nos amis mexicains, Ramon Bravo et Valvula, qui nous ont accompagnés jusqu'ici, réalisent que nous sommes en train de filmer un document sans précédent, qui révolutionnera peut-être tout ce que l'on savait jusqu'à présent sur les requins pélagiques. Dans l'euphorie du moment, personne ne pense à ce qui pourrait arriver si ces animaux, qui n'ont même pas réagi au gargouillis de nos bulles et à la lumière de nos lampes, se réveillait à l'improviste. Se reposent-ils? Sont-ils vraiment endormis? Nous n'avons encore jamais vu cela. Et peut-être que nous n'aurons plus jamais l'occasion d'observer d'aussi près ces petits yeux cruels, privés d'expression, comme des yeux d'aveugle. Aucune réaction. Et pourtant, ce requin a les yeux ouverts. Il respire. Essayons de l'approcher encore de plus près. Attention! Ouf! Fausse alerte. Il reprend son repos interrompu.
Des dauphins par milliers. Ils semblent jouer à saute-mouton. Cette fois, nous sommes dans le golfe de Californie. Notre guide est Ray Cannon. Tu n'en as jamais vu autant à la fois, hein, tu te rends compte? Peut-être qu'ils suivent un banc de sardines et qu'ils s'en empiffrent. Ou bien alors, ils font l'amour. Oh, tant mieux pour eux. Et demi. Tu vois ici, le fond est sillonné de canyons escarpés. Ah oui, je n'en ai jamais vu de comme ça. Ah, bien sûr. Je te l'ai dit, c'est un phénomène extraordinaire qui n'existe qu'ici. D'énormes masses de sable glissent vers l'abîme le long du versant à pic en de majestueuses cascades sous-marines, comme d'immenses sabliers chargés de mesurer l'âge de la Terre. Un saut de plus de 60 mètres, comme les chutes du Niagara. Ce phénomène se produit le long des pentes submergées du cap San Lucas, extrême pointe méridionale de la péninsule de Californie. La violence des vagues, qui arrivent de l'Antarctique, sans avoir rencontré d'obstacles sur leur route, a sculpté ces rochers en leur donnant des formes bizarres. En face du cap, d'habiles pêcheurs sont au travail, les pélicans. Des requins-taureaux, les mêmes que ceux que nous avons rencontrés dans la grotte. Mais ceux-là sont bien réveillés. On les retrouve dans toutes les mers. Ils ont fait des victimes dans le port de Sydney, dans les estuaires du Gange et du Zambèze, où ils remontent les fleuves sur des centaines de kilomètres, le long des plages de l'Afrique du Sud, et jusque dans les lacs d'eau douce du Nicaragua. Voilà un qui, d'agresseur, est devenu victime. Il a mordu à l'hameçon d'un pêcheur. Il est épuisé, mais encore vivant et capable d'attaquer qui passerait à sa portée. Les rémoras qui les ont toujours accompagnés dans leur vagabondage semblent indécis et se demandent s'ils vont rester fidèles ou bien chercher d'autres protecteurs. De longues lignes sont posées sur le fond, auxquelles sont accrochés tous les 10 mètres de courtes chaînes munies d'hameçons appâtés. Sur chaque hameçon, un requin. Les lignes sont posées au crépuscule et remontées à l'aube, car en général, comme tous les prédateurs, les requins mangent la nuit. Chaque matin, le fond est parsemé de ces animaux. Certains sont déjà morts, d'autres sont encore vivants, impuissants et furieux.
Un grand requin marteau, lui aussi victime du même piège. 2 rémoras nagent autour de lui, visiblement indécis sur la conduite à tenir. Oh, c'est le moment de remonter, avant que d'autres requins n'accourent pour réclamer leur part. Un grand requin tigre se débat et tente une ultime résistance. Un gros requin nourrice, aussi long que la barque, se bat jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Écheme ayudita. Aquí voy, chico. ¡Ay, que está pesado! Tous les jours, chaque bateau en capture une douzaine, et toujours au même endroit, car ces animaux n'ont jamais flairé le guet-apens. On dirait que les merveilleux mécanismes qui les guident infailliblement vers leur proie ont comme un défaut de fabrication ou quelque chose qui les empêche de se souvenir et de faire bon usage de leur expérience passée. La mâchoire d'un requin-tigre est l'enseigne macabre de l'endroit où ces charmants animaux sont dépecés et préparés pour la vente. Le dépeçage est la première opération, la peau étant la partie ayant le plus de valeur. Les ailerons sont également très appréciés, surtout en Chine, où l'on prépare une soupe qui, au dire de certains, possède des vertus aphrodisiaques. Voici justement des requins-tigres. Hérissés d'aspérités tranchantes et pointues, leur peau est très recherchée. Elle est utilisée pour le ponçage du bois, en ébénisterie fine, et ce n'est pas croyable, également en chirurgie esthétique pour l'opération du peeling. Débarrassée de ses aspérités et tannée, cette peau devient un cuir de qualité supérieure. Hace bastante calor aquí, chico. Lleno de mocos. Tiene moquitos, zancudos también. Que no corte cutito ese. Se parece sencilla la cosa, pero no lo es tanto. Le long du rivage, encore nos pélicans, personnages très sympathiques, toujours au service du nettoyage urbain. La chair des requins est découpée en filets et préparée pour la conservation. Quand l'opération est terminée, le produit a l'aspect et la saveur de la morue. Et ma foi, il n'est pas impossible que nous ayons mangé un jour, sans le savoir, une morue de ce genre. Celles-ci, regardez, sont des mâchoires de requin-taureau. Les dents de la première file sont droites, prêtes à l'usage. Mais derrière se trouvent d'autres rangées, repliées contre le palais. La plupart des requins ont jusqu'à 24 rangées de réserve, prêtes à remplacer en peu de temps les dents hors d'usage. Une femelle à l'aileron noir a été capturée au moment où elle allait mettre au monde ses petits. Le pêcheur pratique une césarienne. À peine sortis du placenta, les nouveau-nés semblent savoir déjà ce qu'ils doivent faire. Ils sont capables de nager, de fuir devant leurs ennemis naturels et de se nourrir eux-mêmes, ce qui est peut-être un cas unique parmi tous les vertébrés. Dans l'eau, ils trouvent tout de suite leur route. Au dire des pêcheurs, quand ils auront atteint l'âge adulte, ils reviendront ici mordre à leurs hameçons. Nous continuons notre voyage à la recherche d'un fabuleux haut fond. On raconte que les grands requins marteaux s'y trouvent par centaines, spectacle qu'aucun œil humain n'aurait jamais vu. La forme et la profondeur correspondent à la description que l'on nous a donnée. À mon avis, nous sommes juste à l'endroit indiqué. Les zones d'ombre autour du sommet ne sont autres que des bancs de gros poissons. Juan, ya. Il n'y a aucun doute, nous sommes tombés pile. Voilà les 2 premiers. Ombre sinistre dans l'eau trouble et verte. Un autre marteau se présente.
Ondoyant entre nous, ils semblent hésiter entre l'un et l'autre. Attention, les deux premiers reviennent à la charge. À travers l'objectif, quelque chose d'incroyable. Long de plus de 5 mètres, le grand requin marteau le plus agressif parmi les requins de cette espèce. Il approche majestueusement, sans se presser, comme un seigneur. Ne sachant que faire, nous allumons nos lampes, ce qui semble l'intimider. En continuant, nous nous trouvons finalement devant le spectacle qu'on nous avait promis. De grands requins marteaux par centaines. Quel fabuleux cortège! Une seule morsure de l'un de ces animaux suffirait pour nous couper en deux. Heureusement, ils ne s'intéressent pas à nous. Peut-être que dans ces eaux tellement riches, ils sont rassasiés. Ou bien est-ce tout simplement la saison des amours, pendant laquelle ni le mâle ni la femelle ne touchent à la nourriture. Sur ces images qui se passent de commentaires et nous terminons avec satisfaction notre voyage dans la mer de Cortés. Sur la côte orientale de la péninsule de Californie, en plein Pacifique, notre guide est désormais un Mexicain, Ramon Bravo, plongeur et naturaliste. Notre but est d'atteindre les 3 îles désertes de San Benito. Sur l'eau flottent les corps décomposés des phoques venus mourir ici. Ils ont été retenus par les grandes algues laminaires et constituent un appât irrésistible pour les requins et pour d'autres prédateurs encore plus formidables, les orques. C'est pour les filmer que nous sommes venus jusque-là. Ici, il n'y a pas de port. Cette baie dans l'île principale, c'est l'unique point de mouillage. Il y avait un camp de pêcheurs qui ramassaient les abalones, ces mollusques géants que les gourmets aux États-Unis payent à prix d'or. Là, tout près, gardien de ces ruines pathétiques, un éléphant marin, un vieux solitaire. À l'approche des nouveaux venus, les otaries s'enfuient. Au printemps, les éléphants marins se rassemblent sur les plages pour donner naissance à leurs petits et pour les élever. Chaque famille se compose d'un mâle et de 10 à 15 femelles. Un patriarche fait la sieste, comme un sultan. Mais voilà un jeune audacieux qui s'approche et tente de faire main basse sur son harem. Dans ce cas, l'affrontement est inévitable. 3 tonnes de part et d'autre, engagés dans un combat singulier, dans un duel féroce, à coups de tête et à coups de dents. Comme dans le sumo, la lutte traditionnelle japonaise, celui qui recule a perdu. Des femelles montrent un certain intérêt, alors que d'autres affectent une indifférence à peine déguisée. La lutte continue jusque dans l'eau. Le vainqueur tient à donner une leçon à son adversaire, ainsi qu'à d'autres prétendants éventuels, afin de leur enlever toute velléité. Le vaincu se tient prudemment hors de portée, mais ne s'éloigne pas du rivage, car au large,
Les orques sont aux aguets, prêtes à ne faire qu'une bouchée de l'imprudent qui passerait à leur portée. Cruellement mordu et malmené, un vieux mâle en a fait la triste expérience. Il est sauvé, mais à quel prix? Il devient la proie de bourreaux d'un tout autre genre. Les mouettes, aussi obstinés qu'insaisissables. La nature est impitoyable. Ramon confectionne un mannequin, le bourron d'algues sèches. Ça, c'est un copain qui nous rendra de sacrés services. La cage est prête. Elle nous protégera pendant notre rencontre avec les orques. On va la poser sur le fond, là où elles ont l'habitude de passer. Ici, on ancre le bateau en l'attachant directement aux grandes algues. Allez, au boulot. L'eau est glacée, trouble. Il faut faire vite. Ramon a des difficultés avec son mannequin plein d'air qui ne s'enfonce pas facilement. Il perd un temps précieux. Tiens, une otarie. C'est bon signe. Il n'y a peut-être ni orque ni requin dans les parages. Ah, Ramon et son mannequin, enfin. Nous pensons qu'en le laissant jour et nuit dans la cage, les orques finiront par s'habituer à sa présence et à sa forme humaine. Quand notre tour viendra de le remplacer, peut-être seront-elles moins curieuses et surtout moins agressives. Quant aux otaries, elles continuent à évoluer autour de nous et nous nous sentons moins seuls. Soudain, elles s'enfuient. Le caméraman est le premier à se rendre compte de ce qui se passe. C'est un gros requin requiem, attiré par la présence des otaries, ses victimes préférées. L'un de nos compagnons est trop loin de sa cage. Il n'a qu'un recours, se réfugier entre les roches. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons déjà rencontré ces requins dont les ailerons et la queue sont tourlés de blanc. Nous en connaissons le danger. Réfugiés à l'abri des masses de rochers, nous commençons à filmer des images aussi imprévues que mouvementées. L'animal tourne autour de nous en cercle de plus en plus étroit. C'est sa façon de se préparer à l'attaque. Il a essayé, nous l'avons repoussé, et nous savons très bien qu'il reviendra à la charge. Rien ne semble le décourager, pas même les coups d'estoc des flèches acérées dont nous ne nous séparons jamais. Ce cri strident le met en fuite, ainsi que 4 ou 5 autres requins qui avaient surgi des eaux troubles à l'improviste. C'est le cri d'un prédateur beaucoup plus redoutable qu'eux. Nous remontons rapidement vers la barque, tandis que le monstre qui a fait fuir nos adversaires s'approche de plus en plus. Vamos, los dos, vamos rápido, despacio, vamos, 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 que hay subtufos por ahí. Vamos, suban, suban, los dos, rápido, deme tus tanques. Dave. Elle est énorme. Regarde. Oui. Ah oui. C'est énorme, regardez là. Et toi, tu plonges dans un endroit pareil? Oui, oui. Il faut bien, c'est le métier.
Avec toutes ces orques qui n'arrêtent pas de tourner autour, c'est pas rigolo. Eh oui, ça c'est mon boulot, depuis que je suis gosse. Et pourtant, avant de plonger, j'ai toujours la frousse. Sur mon bateau, il y a Tonio, mon fils. Il a 16 ans, il apprend le métier. C'est lui qui manœuvre le tube d'air. On reste des heures et des heures à plus de 20 mètres de fond, dans l'eau glacée. Boulonner comme ça, tu vois ce que ça veut dire. On attrape notre maladie à nous, les plongeurs, l'embolie. Quand c'est pas pire. Une remontée en ballon, ça peut te coûter une sacrée embolie. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire quand on a une bête pareille au cul? Malgré nos recommandations, Catarino a refusé de descendre pour se décomprimer, préférant continuer son travail. Le soir, au retour, il vacille sur ses jambes. Il tremble, sa vue baisse. C'est l'embolie. Pour tenter de le sauver, il n'y a qu'une seule chose à faire. Le ramener au fond de l'eau et le forcer à marcher pendant des heures. Ramon et le jeune Tonio sont avec lui et le soutiennent par les aisselles, l'aidant à se mouvoir. C'est la seule façon d'éliminer les bulles d'azote qui circulent dans le sang et provoquent la paralysie. Mais Catarino retrouve petit à petit l'usage de ses jambes. Lentement, nous lui faisons remonter la pente douce vers la plage, respectant les paliers de décompression. Encore ce cri. Catarino nous fait signe de remonter pour nous mettre en sûreté, mais nous ne pouvons pas l'abandonner. Ce n'est qu'aux premières lueurs de l'aube que nous pouvons atteindre la surface une fois la décompression terminée. Cela représente 7 heures de froid, de fatigue et de peur. On s'en souviendra longtemps. Une seule chose compte. Catarino est sauvé, il voit, il marche. Le lendemain, le vol des pélicans infatigables qui partent pour la pêche nous annonce, ainsi qu'à d'autres, une belle journée en perspective. En somme, un relax bien mérité et sans surprise. Mais contre toute attente, branle-bas de combat. Amigos, vamos! Vamos, que allí están, amigos! On a drôlement marché, on va bientôt arriver. Vous pourrez pas dire que je vous aurais pas montré une orque, regardez par là. Elle n'a pas l'air de vouloir se tirer, ce coup-là. On va pouvoir la filmer. Ouais, on verra. Je vous conseille de faire gaffe avec ces bestiaux. Faites pas les cons, vous pourriez le regretter, c'est moi qui vous le dis. Bruno, on va bientôt savoir si c'est vrai. Bueno, amigos, andando. Ce cri, qui nous est désormais familier, c'est l'orque qui s'approche. Peut-être nous a-t-elle déjà vus.
C'est un jeune mâle, dépassant 6 mètres de long et pesant certainement plusieurs tonnes. En apercevant sa masse gigantesque, nous nous rendons compte de la protection précaire que nous assure une simple cage d'aluminium. Apparemment, il ne semble animé d'aucune mauvaise intention à notre égard. Il défile devant nous, il nous regarde et fait surface pour reprendre son souffle. Quant à nous, bien que conscients du danger, nous ne pouvons nous empêcher d'admirer l'élégance de ses mouvements, fascinés par le mystère qui se dégage de cet animal. Mammifère à sang chaud, un parent éloigné, disons très éloigné. Son squelette est singulièrement semblable au nôtre. Il possède des côtes, un bassin et une colonne vertébrale. Les nageoires pectorales ont une structure osseuse à 5 doigts, comme la main de l'homme. Autour des lèvres, des poils, barbe et moustache. Il survole le toit de la cage, semblant chercher une brèche pour nous rejoindre. Il nous toise du haut en bas, et nous ne savons plus si nous pouvons nous fier à son apparence débonnaire, ou si nous devons plutôt croire à sa sinistre réputation de prédateur. On a trouvé dans le ventre de l'un d'eux jusqu'à 27 victimes, dauphins et otaries. Mais il ne semble pas s'intéresser à nous, et s'en va. Nous décidons de remonter. Soudain, il apparaît de nouveau, comme s'il comprenait que nous sommes sans défense et à sa merci. Angoissé, je le vois se diriger vers Ramon, qui est déjà dehors, le dominant de sa masse gigantesque. Il s'approche tellement qu'il doit le repousser avec sa caméra. Je sors à mon tour. Il passe au-dessus de moi, me frôlant de si près que je suis déséquilibré par le tourbillon provoqué par sa queue. Il s'avance davantage. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que j'avais continué à filmer. Mais ses intentions semblent amicales. On dirait même qu'il cherche à faire plus ample connaissance. Et notre crainte première s'évanouit. Désormais, ce cri a pour nous une toute autre signification. Peut-être essaye-t-il de nous parler. Nous remontons tandis que l'orque s'éloigne. Nous aussi aimerions pouvoir communiquer et faire savoir à tous non seulement que nous avons réalisé une expérience jamais tentée auparavant, mais que l'orque qui fait fuir des animaux tels que les requins peut devenir l'ami de l'homme. Doué d'une grande intelligence, et bien que pratiquement méconnu, cet animal sera peut-être un jour notre guide vers les profondeurs de la mer, et il nous aidera à déchiffrer les secrets de ce monde sous-marin où il règne sans conteste. Buen trabajo. Bruno, qué animal, hombre. Nouvelle étape. Nous sommes à Tahiti, avec Tapu, champion sous-marin de la Polynésie.
Moi, j'aime bien chevaucher le récif de corail sur la crête des vagues et rentrer dans les eaux calmes du lagon. C'est là que nous, les Polynésiens, venons chaque jour pêcher les poissons pour toute la famille. Les mata'anana que vous appelez poissons lanternes, il y en a des centaines avec leurs gros yeux. Les atoti ou chromis sont les habitants timides des cavités rocheuses. Une anémone avec ses petits poissons clowns qui vivent en symbiose. Le trompette, toujours un peu méfiant envers les inconnus. Les poissons-anges, très élégants. Les rois ou mérous tropicaux, il y en a beaucoup autour du récif et ils sont la principale ressource de nos pêcheurs. Ici, comme dans toutes les mers tropicales, on trouve le ptéroïs que nous appelons tatraiho. Sa piqûre est venimeuse. La murène verte, dangereuse, la plus grosse peut dépasser 2 mètres. Et ça, ce sont les habitants habituels des récifs qui agitent leurs tentacules à la recherche de nourriture. Mais nous avons aussi nos petites tragédies quotidiennes. Regardez cette anémone rose qui a attrapé un anchois sous le regard impassible d'un mollusque. Elle l'étourdit avec les piqûres foudroyantes de ses cellules, elle l'engloutit et le digère. Quel appétit! Tenez, autre chose. Il ne faut surtout pas se fier à ce truc amusant qui a l'air d'un jouet mécanique. Au contraire, c'est l'un des poissons les plus venimeux. Nous, on l'appelle le nho. Il a sur le dos 13 épines qui renferment un poison mortel aussi fulgurant que celui du cobra. On l'appelle aussi poisson-pierre parce que lorsqu'il est sur le fond, il est difficile de le voir, il se confond avec les pierres. Il faut faire attention à ne pas mettre le pied dessus. Dans le petit monde de Tapu, on frise parfois la science-fiction. Un mollusque, le Conus geographicus, paralyse un goujon distrait, d'un coup de dard empoisonné. Foudroyé, le poisson reste sans défense. Lentement, inexorablement, il est avalé. Un ver marin subit le même sort. Les petits monstres voraces se précipitent à la curée. Les requins nourrissent. Ils peuvent atteindre 3 mètres de long, mais sont peu agressifs. Dans ce bassin de l'île de Manille, les enfants barbotent et se font transporter à dos de requin, comme le font les gamins de chez nous à dos d'âne dans les jardins publics. C'est un jeu, mais aussi une école, car à l'âge adulte, ces enfants deviendront des pêcheurs. Parmi les requins les plus dangereux, ils doivent apprendre à distinguer ceux qu'ils sont moins et s'habituer à leur présence. Comme Tapu, ils devront un jour leur disputer la nourriture. Deux requins convoitent la même proie.
c'est le début de la frénésie alimentaire. Une agitation inexplicable qui les pousse à mordre aveuglément tout ce qui passe à leur portée. Pour Tapou, il est temps de remonter. Pour nous, c'est le moment de courir le risque et de rapporter une scène exceptionnelle. De retour à la terre, nous sommes frappés par un silence inhabituel. Le village est désert, comme abandonné. Un vieil homme vient à notre rencontre. C'est le doyen de l'île. Il nous recommande de ne plus plonger. Là-bas, l'un des leurs est en train de mourir. Selon leur croyance, ils attendent que le requin de famille vienne recueillir l'âme du mourant pour l'accompagner dans l'au-delà. L'au-delà, pour les Polynésiens, c'est le fond de la mer. Et pour celui qui en franchit le seuil, le requin-tigre n'est-il pas le meilleur ange gardien? Près du rivage, il est là. C'est bien un tigre. Il nage lentement, majestueusement. Je le reconnais, dit le vieux. C'est lui qui emportera l'âme de notre parent. Le pieux cortège rend un dernier hommage, tandis que s'élèvent les oraisons funèbres. C'est peut-être un effet du hasard. Il est certain que les requins ne manquent pas dans ces eaux. Mais nous préférons croire à la légende du dieu requin, ange gardien des âmes de ce monde merveilleux. Les Australiens gens pratiques voient les choses d'une toute autre façon. Ici, le requin n'est pas un mythe, c'est une menace réelle. Les plages d'Australie sont tristement célèbres à cause des méfaits de ce prédateur. Pour les enfants et pour ceux qui veulent s'y baigner en toute tranquillité, elles sont protégées par des grilles métalliques. Mais personne ne peut empêcher un Australien de nager ni de faire du surfing en pleine mer. C'est pourquoi il y a des sirènes d'alarme, des vedettes et des tours d'observation. Malgré un calme apparent, chacun sait ce qui pourrait arriver d'un moment à l'autre. Les avions de reconnaissance sont reliés par radio aux gardes-côtes, chargés de faire fuir ou de tuer les requins. L'ennemi, c'est le requin aux dents de serpent. 3 mètres d'agressivité aveugle et famélique. L'arme utilisée par ces hommes est une tête explosive qui renferme une cartouche de calibre 12. On l'appelle l'Upara. Elle est d'une efficacité foudroyante.
massacre ne sert pas seulement à protéger les baigneurs. Pour chaque requin abattu, le gouvernement accorde une prime. Et puis après tout, une fois mort, le requin n'est plus qu'un poisson comme les autres et il a sa valeur commerciale. Curieusement, beaucoup de plongeurs pratiquent ce métier. Il existe des endroits où plonger, même armé d'un loupara, serait une folie. Nous sommes en Australie méridionale, règne du grand requin blanc, le mangeur d'hommes. Voilà une histoire vraie. Brian Roger, 22 ans, attaqué et mordu à la jambe et au bras gauche par le grand requin blanc, arrive à le faire fuir en lui tirant dessus. Récupérant l'élastique du fusil pour s'en servir comme d'un garrot, il réussit à arrêter l'hémorragie. Aidé par une chance inespérée et par une bonne dose de courage, il nage jusqu'au rivage distant de plus d'un demi-mille, ce qui lui permet d'être sauvé par les médecins. C'est un miracle que le requin qui l'a suivi jusqu'à terre ne l'ait pas attaqué de nouveau. Voyez-vous, la dernière chose que je me rappelle, c'est sa grande masse disparaissant dans le bleu. Et c'est alors que je me suis aperçu de la gravité de mes blessures. Encore aujourd'hui, ça s'est bien arrangé, mais les cicatrices sont encore visibles sur ma jambe. Il a fallu plus de 200 points de suture pour les recoudre. 18 mois après Brian, ça a été mon tour d'y passer. C'est arrivé au même endroit, peu de choses près, à la même heure que lui. Regarde ça, c'est la veste de la combinaison que je portais quand il m'a mordu. Regarde un peu ce travail. Tu vois le genre de déchirure qu'ils peuvent faire d'un coup de dent? C'est comme des coups de rasoir. Ah oui, c'est comme des vrais bistouris. Tiens, voilà la mâchoire d'un grand requin blanc. Tu vois ses dents? Mais dis donc, Rodney, es-tu sûr que celui qui t'a attaqué, c'était bien un grand requin blanc? Ah bah oui, il n'y a pas de doute, c'en était bien. Seules des dents comme les siennes peuvent faire des dégâts pareils. Voilà dans quel état était mon thorax ce jour-là. Port Lincoln, en Australie méridionale. Ici, chaque année, le grand requin blanc fait de nombreuses victimes. Malgré tout, nous nous préparons à le rencontrer et à le filmer. Durant notre voyage, nous serons accompagnés par 2 plongeurs australiens. Rodney Fox, que nous venons d'interviewer et qui a construit les cages anti-requins, et Ron Taylor, champion mondial de chasse sous-marine. Lui-même en compagnie de sa femme Valérie, excellente plongeuse et photographe, chargée du ravitaillement pour tous, nous et nos adversaires. Le 16 janvier, en plein été austral, notre bateau quitte le port. Il est 9h30 du matin. Notre capitaine est Bill Zeeland, spécialiste de la pêche au requin. Nous naviguons rapidement en remorquant la barque de Rodney, qui servira d'embarcation de secours. Sur la carte, 25 milles au large, notre dernière étape porte un nom éloquent. Dangerous Reef, récif dangereux. Après 3 heures de navigation, le rocher est devant nous. Des otaries, victimes favorites des requins. C'est bon signe. Nous allons sûrement trouver ce que nous sommes venus chercher. Sans perdre de temps, nous disposons les appâts autour du bateau. Ce sont des quartiers de chevaux. Ils adorent ça, nous dit Rodney, qui s'y entend dans ce domaine.
Nous jetons les cages à l'eau et constatons avec satisfaction qu'elles flottent à la hauteur voulue. L'huile de baleine versée en mer reste en surface et forme un sillage. Si le requin la traverse, il remontera jusqu'à sa source. Pendant ce temps, les mouettes se gavent avec les restes d'un repas qu'ils n'auraient pas destiné. Le goutte à goutte de l'huile de baleine rythme les secondes de notre attente. C'est notre première soirée à Dangerous Reef. Et pour tromper notre anxiété, nous mettons au point nos appareils. En réalité, nous nous demandons ce que demain nous réservera. Le lendemain matin, les appâts sont intacts. Il ne s'est rien passé. Voici une nouvelle de dernière heure. Ce matin, aux environs de 10 heures, un accident mortel s'est produit dans la localité de Streaky Bay. Un pêcheur d'abalone a été attaqué et dévoré par un grand requin blanc. L'accident est survenu durant le tournage d'un documentaire filmé pour la télévision sur la pêche à l'abalone. Okay. Bien, c'est lui qui va te filmer avec la caméra sous-marine. Oui. D'accord? Dès que je mets le moteur, tu y vas. Vas-y. Tout est prêt. Saute. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Tout cela s'est passé à moins de 50 000 d'ici. Distance que le requin pourrait parcourir en quelques heures. J'ai vu quelque chose. Venez, vite. Il est là, sous le bateau. Finalement, on a trouvé ce qu'on cherchait. Une sinistre carte de visite. Les empreintes des dents laissées dans le bois de teck. Puis, plus rien. C'est lui, il est revenu. Attention Valérie, recule-toi. « 50 kilos de viande dévorée en quelques secondes. Et la robuste corde de nylon n'a pas offert plus de résistance qu'un fil.
Non, le voilà qui revient. Il a trouvé à bouffer. Je crois bien qu'il ne s'en ira plus. Hein. Quel bel animal. Attention, Bruno, le pont est glissant. Si tu te casses la gueule, ça va être ta fête, mon vieux. Vous êtes tous cinglés. Ron, mais qu'est-ce que tu fous? Mais tire-toi de là, mon Dieu! Tu vois donc pas qu'il va te bouffer, imbécile, rentre dans le bateau! Valérie, attention Valérie, va-t'en de là. Tenez, prenez-moi ça. Tiens bon Valérie, bouge pas. Tu as échappé belle ce coup-là, hein? Malgré cette épreuve d'intimidation, nous décidons de descendre à l'eau et de commencer notre travail. La caméra. Et fais gaffe, Bruno. Hein. Mais regardez-le. Il se prend déjà pour un acteur. À toi maintenant. Fais attention. Le voilà. Il continue sa ronde sans s'éloigner d'un mètre. Puis brusquement, fonce sur la cage. S'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Sous l'eau, nous continuons à filmer et nous faisons notre première découverte sensationnelle. Quand il mord, le requin soulève la membrane nictitante qui vient recouvrir complètement sa pupille. Jusqu'à présent, personne ne s'était rendu compte que lorsque le requin mord, il est aveugle. Cette observation servira peut-être à sauver des vies humaines. Qu'est-ce qu'il fait? Et il bouffe le câble! Il le bouge, je vous dis! Ben ça y est, il l'a coupé! Mais le v'là qui fout le camp avec la cage! Non, non. Le câble est coupé, mais la cage est libre. Il y a quelque chose qui a dû l'exciter. Attention, le voilà qui revient.
Ron! Rentre dans la cage! Et tu vois pas qu'il est à côté de toi? Ouais, ben il n'en veut plus de votre viande. On a voulu lui faire bouffer de la viande, et maintenant il va se taper le dingue qui est dans la cage. Il est toujours là. Il rôde autour de nous. Patient, obstiné, cherchant à trouver l'ouverture qui lui permettrait d'atteindre sa proie. Son comportement semble dicté par une expérience vieille de millions d'années. Avoir l'ennemi à l'usure. Après cette nouvelle tentative, il s'éloigne lentement dans le bleu. Un manchot! C'est un manchot! J'espère bien qu'il ne l'a pas vu. Le petit manchot virevolte autour de nous avec curiosité, puis brusquement décide de s'en aller. Tiens, viens là ton apéro! Un baquet de sang. Il n'y a rien de tel pour retenir le requin autour du bateau. Mais le nuage rouge s'élargit jusqu'aux cages et nous aveugle. Sans le voir, nous entendons le crissement de ses dents contre les barreaux. Après l'apéritif, le plat de résistance. Un gros morceau de viande. Il le refuse. Encore un autre, rien. Enfin, il se jette sur un sac de poisson haché. C'était bien cela qu'il voulait. Ensuite, il s'attaque à une grosse bonite que lui lance Rodney. Regarde ça comme il l'a coupé net. Oh, il en a fait qu'une bouchée. Après avoir reniflé une fois de plus la viande de cheval, il l'écarte à nouveau. Mais brusquement, il change encore d'idée, et la viande maintes fois refusée lui plaît à présent. L'appât est solidement attaché à la cage, mais cela ne le préoccupe pas le moins du monde. Imperturbable, il continue à tirer sur le câble, comme s'il savait que ce dernier ne pourrait résister à une traction de 2 tonnes de muscles. Pour une première plongée, nous pouvons nous considérer satisfaits. Au moment où nous allons remonter, c'est lui qui semble venir nous épier comme à regret. Sois tranquille, nous aurons l'occasion de nous revoir. Ah bah, t'as vu ça? Quelle affaire! Épuisés mais ravis, conscients d'avoir vécu une aventure exceptionnelle, nous nous apprêtons à prendre un repos bien mérité. Et pourtant... Ron, nous avons là 350 watts. Avec ces lampes, on peut aller le filmer de nuit sous l'eau. C'est possible. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Bah... Vas-y. Et si t'arrive quelque chose, tu me fais signe avec ta lampe, hein? L'obscurité est si dense qu'elle est presque palpable. Seules les crevettes laissent des sillons lumineux, comme des vers luisants. Regarde, il est 3 fois plus long que la cage. Quand est-ce qu'ils en auront fini avec leur connerie? Il est toujours là autour de nous. Il entre et ressort du néant, ne semblant pas gêné par les faisceaux de lumière qui le frappent. Nous nous sentons désarmés malgré les barreaux qui nous protègent. Il a dû continuer ce jeu même en notre absence, car sa gueule est ensanglantée.
Chaque fois que la lumière l'atteint, il apparaît comme surgissant des ténèbres. Spectre blanc, aux petits yeux cruels et à la denture terrifiante. Insatiable machine à dévorer, prête à nous déchiqueter à la moindre erreur de notre part. Il semble que cela doive continuer indéfiniment, quand soudain surgit à l'improviste un autre requin encore plus grand. Attention, il faut les sortir de là, ils vont se faire bouffer. Michel! Tirez vite, voyons. Vite, vite! Ils font signe avec la lampe. Il a dû arriver quelque chose. Bon, maintenant j'espère que ça suffira comme ça. D'accord. Allez, viens là, Ron. Cette fois-ci, on peut dire que ça a failli mal tourner. Hein. Il était moins une, hein? Tu l'as dit, Bruno. On a eu chaud aux fesses. Hein. Ah, ça, c'est vrai. Surtout lorsqu'ils ont attaqué la cage. Pas vrai? Le lendemain matin, Valérie nous fait clairement comprendre ses intentions. Les deux requins sont toujours là. Apparemment, ils se sont réconciliés pendant la nuit. L'un d'eux s'en prend à la cage avant même que nous n'y soyons. C'est l'autre. Celui qui est arrivé hier soir. Regarde. Il a une marque sur le museau. Il a dû être mordu par son copain. Faites attention. Il est là. Attends. Vas-y maintenant. Elle te plaît bien celle-là, hein? Non mais regarde-le. Allez. Descends. J'ai l'impression qu'ils vont nous en faire voir aujourd'hui. Tiens Bruno, la caméra. Michel, t'es pas fou de rester là? Si jamais tu tombais. Bon, ça va, allons-y. Ouais, pour moi, ça va pas du tout. Non mais regarde-les, ils ont déjà commencé. Oui, ils ont déjà commencé. Et vraisemblablement, il en sera de même toute la journée. On dirait que les requins ont compris que nous représentons pour eux un morceau de choix, et ils s'obstinent. Valérie, en voyant cette bouche béante au-dessous d'elle, relève instinctivement les pieds. Puis, avec calme, elle reprend son travail. C'est à ce moment-là que le plus gros enfile sa gueule de toutes ses forces dans l'ouverture destinée aux prises de vue. À 30 cm de Valérie, il tente d'écarter les barreaux. Pendant ce temps, l'autre semble vouloir batifoler. Mais dans cet enchevêtrement de cordes, il se prend dans l'unique câble d'acier qui relie les cages au bateau et qui reste entortillé autour de sa queue. Un mauvais moment se prépare.
entortillé dans le câble. Une pince, une cisaille, vite! J'en ai pas, Ron. Les outils sont restés sur l'autre bateau. Comme on le craignait, le requin commence à tirer la cage vers le fond. Ron, qui n'a pas de respirateur, doit abandonner son refuge. Mais au lieu de se mettre en sûreté, il plonge vers le requin emprisonné pour filmer ces images extraordinaires, sous le regard affolé de sa femme Valérie, et malgré la présence de l'autre animal qui tourne toujours autour de la cage. Remonte. Ici, Valérie, donne-moi la main. Pas dans une cage, c'est dans une maison de fous qu'on devrait vous mettre. Tiens, le voilà. Non mais regardez, il est en train de se noyer, on peut pas le laisser comme ça. C'est vrai. Pour le requin, nager veut dire respirer. L'immobiliser équivaut à l'étrangler. Oh, remontons-le à terre. On verra bien ce qu'on peut faire. Ouais, faut pas exagérer, ça va bien comme ça. Il est beaucoup trop lourd. Fais un tour mort autour de la grue. C'est ça va, oui. Non mais t'es fou, tu vas pas plonger, il y a le requin sous le bateau. Mais Ron ne veut rien entendre. Il nage vers la terre, tirant le câble derrière lui. Ron, sors de là tout de suite. Ron a bien d'autres choses en tête. Calmement, il commence à libérer la queue de l'animal. Il prend un risque terrible. Et pourtant, avons-nous le droit de remettre en liberté un monstre pareil, après tout ce que nous venons de voir ? Mais qui nous donne le droit de juger, de tuer? Ron descend dans l'eau jusqu'à la ceinture, tout contre le requin, qui n'a aucune réaction. Au contraire, il est tellement désorienté, étourdi, qu'il retourne en arrière et vient heurter le rocher. Non, pas par là, mon vieux. C'est par là-bas chez toi. Allez, va-t'en. Tu t'en sortiras. Alors, à mon tour, je prends une dernière image du grand requin blanc, au long corps marbré par le câble d'acier, qui nage libre vers le grand large. Tous les animaux de ce monde ont droit à la vie, comme nous les humains. C'est notre tâche d'apprendre à vivre en paix avec eux.